Une nuit, une centaine de drones déchirent le ciel. En quelques minutes à peine, des villes entières sont englouties dans l'obscurité la plus totale. Imaginez, et si, dans moins de 92 heures, tout pouvait basculer, non seulement pour l'Ukraine, mais pour l'équilibre d'un continent. En Ukraine, la guerre vient de franchir une frontière terrifiante, marquant une nouvelle phase où la technologie, la psychologie et la résilience collective sont mises à l'épreuve comme jamais auparavant. Kiev, Odessa, Poltava, Dnipropetrovsk, Soumy, Tcherkassy, aucune de ces cités n'est épargnée. Les sirènes retentissent à peine qu'une nouvelle salve frappe déjà. Les objectifs sont limpides. L'énergie, les ports, les infrastructures logistiques et militaires, tous touchés avec une précision redoutable, orchestrée par une stratégie éprouvée dans d'autres conflits. En regardant l'histoire, on se souvient du Blitz sur Londres en 1940, où la ville subit des bombardements nocturnes incessants visant à briser le moral des habitants et à désorganiser la vie quotidienne. Aujourd'hui, c'est le même cocktail de peur, de fatigue et de résilience qui s'impose en Ukraine. La Russie ne fait plus mystère de sa méthode. Vladimir Poutine vient d'annoncer un ultimatum. 3 jours, pas un de plus, pour plier sous la pression de frappes massives. Les analystes, dans l'ombre, décrivent une stratégie d'usure totale, destinée à épuiser la défense anti-aérienne ukrainienne, débordée par des offensives successives. Cette tactique, appelée stratégie de saturation, a été déjà vue dans les guerres du Proche-Orient, lorsque des États comme Israël doivent faire face à des pluies de roquettes visant à épuiser leur système de défense, comme le dôme de fer. Les conséquences sont immédiates. Coupures électriques généralisées, quartiers entiers plongés dans l'isolement, incendies majeurs en plein centre-ville. Les habitants filment la lueur des flammes, tandis que les réseaux sociaux se saturent d'alertes. Dans certains arrondissements, l'eau, le chauffage et les communications deviennent un luxe incertain. Ce ne sont pas de simples désagréments. Imaginez une métropole moderne où, en quelques heures, le métro s'arrête, les ascenseurs ne fonctionnent plus, les hôpitaux passent en mode survie. Lors de la tempête Xynthia en France en 2010, des coupures d'électricité massives avaient déjà mis en lumière la fragilité de la vie urbaine sans énergie. Mais le danger le plus grave est plus insidieux. Si ce rythme infernal se poursuit, l'Ukraine ne risque pas seulement de perdre des territoires. Elle pourrait s'effondrer de l'intérieur, incapable de défendre ses citoyens ou de maintenir une vie normale. C'est la résistance même du pays qui vacille, sous les yeux du monde entier. Le spectre de la Yougoslavie des années 90, déchiré par la guerre et la crise humanitaire, plane dans les esprits. Comment en est-on arrivé à ce point? Derrière ces attaques, une nouvelle stratégie, méthodique et implacable, bouleverse les règles du conflit. Pour comprendre cette accélération brutale, il faut revenir en arrière. Que s'est-il passé dans les semaines précédentes pour aboutir à ce changement radical de tactique? La guerre a changé de visage. Fini les avancées rapides. Désormais, l'ennemi s'attaque au quotidien, à chaque geste ordinaire. Kiev, Odessa et d'autres grandes villes ukrainiennes font face à une nouvelle vague d'assaut, plus insidieuse, plus dévastatrice. Ce modèle rappelle l'attaque sur Alep en Syrie en 2016, où les infrastructures civiles furent délibérément ciblées pour faire plier la résistance locale. Les frappes coordonnées de la nuit dernière ont déferlé sans relâche. Des drones, des missiles, des bombes guidées se sont abattus sur les infrastructures vitales. Réseaux électriques, ports, dépôts de carburant, nœuds ferroviaires. L'objectif est limpide. Paralyser l'énergie du pays, briser les chaînes d'approvisionnement, tarir les réserves de carburant et de munitions. C'est exactement ce que fit la coalition en Irak en 1991 en visant les ponts, les centrales et les dépôts logistiques pour paralyser l'État irakien. À Kiev, la tension était électrique. Les centrales, déjà fragilisées, subissent de nouvelles blessures. Des milliers de foyers plongent dans l'obscurité. À Odessa, le port stratégique est visé à répétition. Les flammes dévorent les installations pétrolières et les stations de pompage, rendant chaque déplacement plus périlleux pour l'armée comme pour les civils. On se souvient de la coupure totale d'électricité à New York en 1965. En 1 heure, la ville s'est retrouvée paralysée,
révélant combien la dépendance à l'énergie est structurelle. La tactique est implacable. Saturer la défense aérienne par vagues successives. D'abord, des essaims de drones détournent l'attention des batteries solaires. Ensuite, les missiles frappent les brèches ouvertes. Même les experts ukrainiens l'admettent, l'intensité de ces offensives dépasse les capacités de défense, obligeant le pays à puiser dans des réserves déjà clairsemées. Cette méthode de saturation a été utilisée lors du conflit Iran-Irak, où l'un des camps lançait des attaques coordonnées pour user les défenses adverses, avant de frapper les points faibles révélés. Chaque centrale touchée, c'est un métro à l'arrêt. Chaque dépôt détruit, ce sont des hôpitaux qui vacillent, des familles qui frissonnent dans le noir. Pour l'armée, c'est du carburant et des munitions qui n'arrivent plus au front, des convois immobilisés faute de rails ou de ponts intacts. Le combat ne se joue plus seulement sur les lignes de front, mais aussi dans les abris souterrains, les files d'attente aux stations essence, dans l'angoisse de chaque réveil. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les populations de Londres ou de Stalingrad vivaient chaque nuit dans la peur, organisant des tours de garde pour détecter les incendies et apporter les premiers secours. Derrière cette stratégie d'épuisement, la Russie vise la résilience ukrainienne. Rendre chaque jour plus pénible, transformer la fatigue en désespoir. Chaque coup porté à l'énergie ou à la logistique menace non seulement la vie civile, mais aussi la mobilité et la résistance de l'armée. C'est une guerre d'usure, où le temps joue contre les plus faibles. Mais une question se pose, lancinante. Sous la brutalité de ces frappes, la société ukrainienne commence-t-elle à fléchir? Jusqu'où peut-elle tenir avant que la lassitude ne l'emporte? Cette question a hanté la France occupée en 1941, ou la Serbie sous embargo dans les années 90. Qui cède? Qui tient? Dans cette nuit perpétuelle, l'espoir s'étiole, mais la résistance s'organise. Comment les civils et les autorités affrontent-ils l'épreuve? Il suffit de regarder les files interminables devant les boulangeries au matin, ou les groupes de voisins partageant une bougie ou un générateur, pour comprendre que la solidarité reste un rempart contre l'effondrement total. La bataille a changé de nature. Désormais, il ne s'agit plus de remporter une victoire éclatante en un seul jour, mais d'user l'ennemi lentement, jusqu'à la rupture. Qui tiendra le plus longtemps? Dans cette nouvelle étape du conflit, la Russie ne cherche plus à avancer de nombreux kilomètres, mais à tester la résistance ukrainienne, minute après minute. Ce scénario rappelle la guerre de position de 1917 en France. La ligne ne bouge plus, mais chaque jour épuise un peu plus les ressources humaines et matérielles. La stratégie d'épuisement est implacable. L'armée russe cible les nerfs vitaux du pays, l'énergie, la logistique, le moral collectif. Les frappes se concentrent sur les infrastructures énergétiques, provoquant des pertes lourdes et spectaculaires. Les images de centrales thermiques en flammes rappellent les scènes observées à Mariupol ou à Severodonetsk lors des précédentes offensives. Des centrales thermiques, des terminaux pétroliers, des barrages hydroélectriques sont touchés en série. Les incendies illuminent la nuit, visibles à des dizaines de kilomètres. À chaque site endommagé, c'est un peu de la capacité du pays à produire et à distribuer de l'électricité qui s'effondre. La crise du Texas en 2021, où une vague de froid a mis à genoux le réseau électrique, avait montré que même les infrastructures les plus modernes pouvaient s'effondrer en quelques heures. Les conséquences frappent d'abord les civils. Des quartiers entiers basculent dans l'obscurité et le froid. L'eau courante disparaît, les chauffages s'arrêtent. L'incertitude s'installe, jusque dans les villes autrefois épargnées, et le quotidien est bouleversé. Lors de la pandémie de Covid, la privation de liberté avait déjà montré combien la vie ordinaire pouvait basculer lorsque les ressources essentielles venaient à manquer. Face à cette avalanche de frappes, la défense anti-aérienne ukrainienne plie. Malgré le courage des opérateurs, seule une partie des projectiles est interceptée. Les drones et missiles arrivent par vagues successives, saturant les radars et laissant passer des frappes dévastatrices. Un scénario analogue s'est produit lors de la guerre du Kippour, en 1973, où les forces aériennes israéliennes ont été débordées par la masse des attaques surprises. Sur le terrain, la tension monte à Pokrovsk.
plusieurs milliers de soldats ukrainiens risquent l'encerclement. Les lignes de ravitaillement sont tranchées, le moral vacille, la fatigue ronge les esprits. Tenir devient aussi une bataille psychologique contre la peur et le sentiment d'abandon. Les témoignages de soldats épuisés rappellent ceux de Verdun, où la résistance s'est jouée à la force du mental et à la rotation des troupes. La guerre n'est plus affaire de drapeaux hissés ou de villes conquises. Tout se joue sur le rythme, l'endurance, la capacité à réparer, à improviser, à dompter la peur. La Russie espère épuiser l'Ukraine, briser sa volonté par la répétition des coups et la montée de l'angoisse. Les psychologues militaires savent que la lassitude, l'isolement, la peur chronique sont aussi destructeurs que les bombes. Le risque est immense. Si la population flanche, l'effondrement intérieur pourrait suivre. La cohésion nationale et la confiance des alliés sont en jeu. L'État ukrainien doit prouver qu'il tient, sous les yeux d'un monde qui guette le moindre signe de faiblesse ou de résilience. La résistance anglaise lors du Blitz est souvent citée en exemple. Winston Churchill insistait sur le fait que la victoire dépendait d'abord du moral de la population. Chaque nuit sans lumière, chaque jour de privation, alourdit la balance. Jusqu'où l'Ukraine pourra-t-elle tenir ce rythme infernal? À quel sacrifice? Les choix qui sont faits maintenant dessineront non seulement les prochaines semaines, mais peut-être l'avenir du pays. L'histoire montre que les sociétés ayant traversé des crises majeures, comme le Japon après Hiroshima ou l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, ont tiré leur force de leur capacité à rebondir collectivement. Mais alors que la pression s'intensifie, une question cruciale se pose. L'Ukraine peut-elle transformer cette épreuve en force, ou bien risque-t-elle de sombrer sous le poids de l'usure? Pour y répondre, il faut observer la réponse collective, la capacité à maintenir des réseaux de solidarité malgré la peur et la pénurie. Et si la lumière ne revenait jamais? Et si, du jour au lendemain, l'effondrement des réseaux logistiques précipitait tout un peuple dans l'obscurité et la peur? Depuis plusieurs nuits déjà, les frappes ciblent sans relâche les infrastructures vitales de l'Ukraine. Tout indique que l'offensive ne s'arrêtera pas après 3 ou 4 jours. Kiev, Odessa, Dnipro, Soumy sont désormais les points névralgiques d'un siège moderne, et aucun répit ne s'annonce. Ce scénario rappelle le blocus de Leningrad, où la ville a résisté plus de 900 jours dans des conditions extrêmes. Dans les grandes villes, la vie quotidienne bascule. Électricité rationnée, chauffage incertain, files interminables pour le pain, l'essence, l'eau potable. Les hôpitaux fonctionnent à peine, les pharmacies se vident. Les premiers signes d'une crise humanitaire s'accumulent. Familles réfugiées dans les sous-sols, téléphones muets, peur de tout manquer. La routine se dissout dans l'attente et le froid. À Alep, des mères improvisèrent des écoles dans les caves pour préserver un semblant de normalité pour leurs enfants. Mais l'impact va bien au-delà des foyers. La logistique militaire vacille. Sans électricité, sans carburant, les convois ralentissent, les stocks de munitions et de vivres s'amenuisent. La mobilité des troupes devient un casse-tête. Le moral flanche. Comment tenir si l'arrière s'effondre? La résistance repose sur des fondations de plus en plus fragiles. Lors de la guerre de Corée, la coupure des lignes de ravitaillement a précipité la retraite de troupes entières. Pour le gouvernement, chaque panne, chaque rumeur de rupture, amplifie le sentiment d'urgence. La pression monte. Faut-il sacrifier la stratégie de long terme pour des mesures désespérées? La tentation du court terme rôde, risquant d'entraîner des erreurs fatales. L'image de Kiev, symbole de la résistance, devient un test pour ses alliés. La moindre faiblesse pourrait briser la confiance internationale. Après la chute de Saïgon, l'effondrement du soutien américain a marqué la fin du Sud-Vietnam. Tout le continent observe, suspendu. Si la Russie parvient à briser l'échine logistique de l'Ukraine, c'est tout l'équilibre géopolitique qui vacille. Les ondes de choc menacent de traverser les frontières. Flux massifs de réfugiés, marchés déstabilisés, vieux conflits rallumés. Le sort de l'Ukraine devient, soudain, une question continentale. Les Balkans, dans les années 90, ont vu leurs voisins aspirer dans le tourbillon de la crise. Face à cette guerre d'attrition froide et méthodique, une interrogation s'impose. Combien de temps peut-on tenir quand tout vacille? Et pour d'autres nations, que retenir de cette épreuve?
La résilience collective ou l'impuissance face à la modernité dévastée? Après la tempête Katrina en 2005, les Américains ont redécouvert l'importance de la préparation communautaire. Mais derrière les chiffres et les coupures, ce sont des destins individuels qui se jouent, minute après minute. Quelle stratégie, quelle solidarité émerge lorsque tout menace de s'effondrer? Des communautés, comme à Fukushima après le tsunami de 2011, ont montré que la survie dépendait d'abord de la capacité à se serrer les coudes. Quand tout s'arrête, qui tient encore debout? À Kiev, Odessa, et dans tant d'autres villes soudain plongées dans l'obscurité, chaque soir devient une épreuve. Survivre, espérer, s'organiser. Comment faire quand la lumière, l'eau chaude, la sécurité semblent hors de portée? À Varsovie, en 1944, la population a tenu des mois en s'organisant autour de réseaux clandestins d'entraide. La résilience commence par des gestes quotidiens. Les civils rallument les bougies d'autrefois, branchent les portables sur des batteries de voitures, partagent le moindre générateur. Dans chaque quartier, la solidarité locale devient vitale. On se rassemble, on échange des nouvelles fiables, on s'entraide pour traverser la nuit. À Beyrouth, lors des coupures d'électricité, les voisins organisent des tours pour surveiller les rues et éviter les pillages. Mais ces adaptations révèlent une vérité plus profonde. Rien ne remplace la préparation. Ceux qui avaient constitué des réserves d'eau, de nourriture ou une trousse de secours sont les mieux armés. Anticiper, planifier des points de rencontre, instaurer des routines, connaître ses voisins et leurs talents. Chaque détail compte. En Ukraine, chacun découvre que la prévoyance, individuelle et collective, fait la différence entre subir et agir. À Cuba, face à l'embargo, les familles ont inventé 1001 astuces pour recycler, cultiver, partager. La technologie, elle, montre vite ses failles. Les réseaux saturent, les groupes électrogènes tombent en panne, l'essence et les batteries viennent à manquer. Même les défenses les plus sophistiquées ne peuvent arrêter chaque missile. Dans la guerre totale, la robustesse ne dépend plus seulement des machines, mais de l'intelligence humaine et d'une cohésion qui ne faiblit pas. Lors de la crise de l'électricité en Californie, ce sont les réseaux de voisinage qui ont permis d'éviter des drames. Le moral, l'organisation communautaire, la capacité à se parler sans céder à la panique deviennent essentielles. Des volontaires montent la garde, distribuent vivres et couvertures, réparent à la hâte ce qui peut l'être. L'information fiable, celle qui alerte sans créer la panique, dessine la frontière entre chaos et ordre minimal. À Paris, pendant la canicule de 2003, c'est le téléphone et la visite des voisins qui ont sauvé des centaines de vies. La guerre moderne ne laisse personne à l'abri. Elle éprouve toute la société. Chaque famille, chaque quartier, chaque institution doit tenir sur la durée. Le vrai danger n'est plus seulement la perte matérielle, mais la rupture du lien social. Si la solidarité vacille, c'est la survie même du collectif qui s'effondre. Les émeutes de Los Angeles en 1992 ont montré qu'en l'absence de confiance, la société peut basculer dans le chaos en quelques heures. La question, pour l'Ukraine comme pour le monde, est universelle. Sommes-nous prêts, dans nos têtes et dans nos vies, à traverser une crise qui dure non pas quelques jours, mais des semaines, voire des mois entiers? Oublier la préparation et la solidarité, c'est risquer bien plus qu'une panne. C'est la cohésion, et parfois la vie, qui sont en jeu. Les pays nordiques, anticipant les risques, organisent chaque année des exercices de survie urbaine pour préparer la population au pire scénario. Alors, face à cette réalité, une question demeure. Que feriez-vous si tout s'éteignait demain? Avez-vous déjà pensé à comment retrouver vos proches, à quels voisins frapper à la porte, à quels objets vous accrocher pour tenir? Un kit d'urgence, une liste de contacts, une carte papier, une réserve d'eau. Autant de petits gestes qui, cumulés, peuvent sauver des vies. Mais la pression ne faiblit pas. Chaque nouvelle attaque pousse la population et l'État à redéfinir leurs limites, à inventer d'autres stratégies de survie. Les villes, inspirées par les expériences passées, pourraient créer des points de chaleur collectifs dans les gymnases, organiser des distributions de repas communautaires, mettre en place des radios locales à manivelle pour relayer des informations fiables.
La guerre d'usure ne se joue pas seulement sur les lignes de front. Préparer, anticiper, résister. Tout commence aujourd'hui, chez chacun de nous. Les associations de quartier, les groupes de voisins, les écoles pourraient organiser des ateliers de préparation aux crises, des simulations de coupures générales, des formations aux gestes de premier secours. Les frappes sur les centrales, les incendies dans les usines, ne visent pas uniquement à détruire, mais à tester notre endurance. Chaque attaque cherche à fissurer la résilience d'un pays, à user le moral de son peuple. Les collectivités locales peuvent instaurer des plans de solidarité, recenser les personnes fragiles, stocker des ressources de première nécessité à l'échelle du quartier. Refuser de voir la portée de ces événements, c'est accepter une dépendance dangereuse, s'exposer à l'impuissance lors de la prochaine crise. La guerre moderne ne se contente plus d'affaiblir des armées. Elle s'attaque à la cohésion, aux ressources et à la volonté collective. Les entreprises, elles aussi, doivent prévoir des plans de continuité d'activité, former leurs salariés à la gestion de crise. Se préparer est désormais un acte de liberté. Anticiper les pénuries, organiser la solidarité, imaginer des solutions locales, tout cela construit une société plus forte, capable de tenir bon même face à l'inattendu. L'exemple de la communauté juive de Varsovie, qui a organisé des soupes populaires et des écoles clandestines sous l'occupation, prouve que l'innovation sociale est une arme de résistance. L'inaction laisse la peur dicter ses lois. Mais chaque geste, chaque réflexion pour renforcer la résilience, pose une barrière contre la vulnérabilité grandissante. Les citoyens peuvent organiser des réserves collectives, créer des réseaux d'alerte via des radios à ondes courtes, partager des guides de survie urbaine. Dans cette guerre, la résistance ne se mesure pas qu'en armes ou en victoire. Elle s'incarne dans la capacité à protéger ses proches, à préserver sa dignité, à garder une autonomie essentielle quand tout vacille autour de soi. Cela peut commencer par de petits gestes. Apprendre à filtrer l'eau, cuisiner sans électricité, créer des cercles de soutien moral. La leçon est limpide. L'avenir appartient à celles et ceux qui s'adaptent, innovent, refusent d'attendre le pire pour agir. Refuser la passivité, c'est préserver sa dignité et sa liberté, même face à l'inconnu. C'est aussi, collectivement, maintenir la flamme d'une société ouverte et solidaire, capable de renaître après la tempête. Posez-vous la question. Et si, demain, tout s'arrêtait? Votre foyer, votre quartier, votre ville, seraient-ils prêts à traverser une crise prolongée? Sans énergie, sans eau, sans réseau? Sur quoi pourriez-vous compter? Quel savoir-faire? Quelle solidarité pourrait faire la différence entre la panique et la maîtrise? Se préparer, ce n'est pas céder à la peur. C'est décider d'écrire l'histoire de sa propre résilience. Une société qui s'organise avant la tempête préserve sa liberté, même quand tout semble s'effondrer. À chacun de choisir, subir la crise, ou en faire l'occasion de bâtir un avenir plus robuste, plus humain. La guerre d'usure a déjà commencé, sourde et insidieuse. Mais la réponse s'écrit aujourd'hui, dans chaque foyer, dans chaque esprit éveillé. Car, comme l'histoire l'a montré, la vraie victoire appartient à ceux qui ne renoncent pas à la lumière, même au cœur de la nuit.